Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Les bouches ont faim et une candidate parmi tant d'autres semble pouvoir les rassasier. La pomme. En plus de donner des fruits bons et nutritifs, les pommiers sont des arbres productifs et très rentables pour les agriculteurs de cette époque. Flairant la bonne affaire, de nombreux producteurs plantent sur leur terre cet arbre magique. Et se dessinent alors les contours des 3 futurs bassins qui produisent aujourd'hui la majorité de nos pommes françaises. Par le recours à la génétique, aux apports d'engrais et de produits phytosanitaires, la productivité des vergers explose à la fin du XXe siècle, si bien qu'on se retrouve avec plus de pommes que de bouches à nourrir. Fort heureusement, celle-ci se conserve très bien. Deuxième fruit le plus échangé au monde après la banane, cette caractéristique lui permet d'être aujourd'hui vendue sur les marchés internationaux. Malgré tous les progrès techniques, cette culture demande beaucoup de travail car la récolte et de nombreuses opérations sont encore manuelles. Pour mieux comprendre comment les arboriculteurs peuvent aujourd'hui vivre de leur métier, nous avons interrogé 4 producteurs avec des visions du monde et des systèmes très différents. Parmi tous les arboriculteurs que nous avons rencontrés, Céline possède la plus petite surface de production. Comme beaucoup de petits arboriculteurs, elle travaille seule sur sa ferme et se fait aider ponctuellement par sa famille ou des travailleurs extérieurs. Cette petite surface conduit Céline à devoir minimiser ses charges en utilisant un matériel léger, des variétés résistantes pour utiliser peu de produits phytosanitaires, mais aussi en vendant ses fruits en direct. Bienvenue au verger de Célie. Moi je suis installée, ça fait depuis 2008. J'ai repris une ferme qui était existante et où je fais de l'arboriculture en fruits frais et en transformation. C'est quoi pour toi le vrai local ? C'est de produire autour de mon lieu de vie pour les gens qui sont pas trop loin de mon lieu de vie. Mes ventes, elles sont au maximum à Toulouse. Donc Toulouse, c'est 1h15 de route avec un camion. Donc voilà, pour moi, c'est du local. Et puis après, je fais un peu de vente à la ferme, un peu de vente au village avec les copains. Donc voilà, ça reste du local. Comme la production de ces vergers est faible, pour être rentable, Céline doit valoriser toutes ses pommes. C'est notamment pour cette raison qu'elle fabrique du jus, mais aussi qu'elle sensibilise ses consommateurs sur l'esthétique de ses fruits. Je fais du jus, du coup je perds rien. Et puis les clients, ils ont compris que soit ils veulent un fruit parfait qui brille, qui est gros, qui est plein d'eau, qui est plein de pesticides, ou alors ils choisissent un truc un peu moins joli, qui a peut-être une tache ou deux, mais qui reste bon au niveau gustatif. Je ramasse quand le fruit est mûr. On ramasse le plus tard possible. Bon, on ne prend pas de risque en se disant on ramasse trop tard, du coup les fruits on va pas pouvoir les garder. Les exigences, c'est mon seuil de tolérance à moi. Je vois qu'une pomme est bonne, mais qu'elle passe au jus, je la mets au jus. J'ai besoin de peu pour vivre parce que je me contente de peu en fait. En choisissant de travailler à petite échelle, Céline a fait de son métier un choix de vie. J'ai besoin de quoi me nourrir, donc je fais mon jardin, j'ai des arbres, c'est mon métier, j'en fais un peu plus. Le principe, c'est d'être heureux en se faisant plaisir, mais en essayant d'endommager le moins possible la planète, parce que n'importe quelle action qu'on fasse, on l'endommage. Mon plus grand bonheur, c'est ma liberté quand même. Étant donné que je vends tout en vente directe, j'ai de compte à rendre à personne en fait. Si j'ai pas envie de planter des tomates une année, je m'en prends qu'à moi-même, j'aurai moins d'argent, mais j'aurai moins de travail aussi. Moi, je suis restée à mon petit niveau de petite ferme où je fais mon boulot et puis quand j'ai fini, je rentre chez moi et je coupe et je passe à autre chose. Mais ce qu'elle apprécie par-dessus tout, c'est le lien qu'elle a créé avec ses clients. Tout comme Samuel, elle prend du plaisir à être proche des consommateurs qu'elle connaît pour la plupart. J'aurais pas les marchés, avec cette ferme, je ferais pas ce boulot-là. Parce que ce qui me plaît, c'est de partir de l'arbre, aller jusqu'au produit fini et de le vendre. Et après, que tu aies les clients qui reviennent te voir en te disant « on a apprécié, ça c'était bien, ça c'était moins bien ». C'est très important d'avoir un retour et de me dire que je produis pour nourrir des gens, des personnes physiques que je connais. C'est quelque chose que j'aime, la relation avec les consommateurs. Faire de la vente, ça me plaît. Ce gros avantage, c'est qu'on est au contact avec les clients et donc aussi bien pour les
font côté que pour les mauvais, mais les bons effacent tous les mauvais, on va dire. De toute façon, l'exigence, c'est là où nous, on se la place. Et après, le consommateur, soit il te suit ou très vite, il ne te suit pas. Nous voilà plus au nord en Mayenne, dans l'un des plus grands vergers de France, où nous avons été chaleureusement accueillis par Samuel, un arboriculteur néo-rural. Installé depuis quelques années à la brancherie avec sa famille, il a pleinement expérimenté les joies et les difficultés des petits arboriculteurs. Sur une surface de 4 hectares, il produit de faibles volumes qu'il doit ainsi vendre en circuit court pour s'assurer une rémunération correcte. Son verger étant 2 fois plus grand que celui de Céline, il est contraint d'employer des salariés saisonniers pour l'aider et paye donc plus de charges. Il nous a notamment présenté le magasin de producteurs au local où il vend une partie de ses fruits. Ouais, commercialiser en vente directe, effectivement, c'est extrêmement chronophage. Bon, il y a plusieurs raisons. La première, déjà économiquement parlant, on est sur une structure de ferme avec peu de surface. Moi, j'ai décidé de faire la commercialisation moi-même puisque j'aime ça. Voilà, sachant que le temps que ça prend, j'embauche plus pour les travaux du verger à cette époque-là. Comme Samuel produit plus de pommes que Céline, il a fait le choix d'avoir plusieurs canaux de vente pour écouler tous ses fruits. Malgré tout, il travaille selon ses propres exigences, ce qui est plus difficile lorsqu'on vend ses pommes en grande distribution comme Johanna. Le choix de proposer le fruit à la vente n'est pas le même si je vends en magasin, en restauration hors domicile, en cantine scolaire ou au marché. Je ne réponds pas à un cahier des charges en fait par rapport à ma commercialisation. Ce qu'on peut trouver dans la grande distribution, où il faut correspondre à un cahier des charges, où c'est clairement dit, le moindre défaut, le fruit n'est pas acheté. Avec ses 20 hectares de pommiers en Tarn-et-Garonne, Johanna travaille à une autre échelle. Contrairement à Samuel et à Céline, elle a eu l'occasion de reprendre l'exploitation de ses parents et donc de cultiver une plus grande surface pour une production plus importante. Ceci l'amène à devoir trouver des débouchés pour écouler ses grands volumes de fruits, comme la grande distribution ou l'export, mais ceci n'offre pas toujours une rémunération élevée. Moi j'ai fait le choix, surtout en fruits d'été, donc de servir directement les supermarchés. Ça, c'est eux qui sont venus nous démarcher pour que nous, les producteurs, on les livre directement. Comme ça, eux, ça leur évite des intermédiaires. Ils nous achètent les produits au prix d'achat central qu'eux, ils ont, mais ils ont le suivi du fruit, ils savent d'où ça vient. On évite les intermédiaires qui y a entre le supermarché et nous, donc on vend plus cher. Et en général, on amène de la qualité au supermarché parce que c'est des fruits qui n'ont pas traîné en frigo, qui sont direct livrés. Donc on ramasse au champ, j'amène à des stations d'emballage et c'est eux qui après expédient. Donc la pomme, c'est marché mondial, donc beaucoup à l'export et marché français. Une exploitation de cette taille demande beaucoup d'investissement, mais aussi beaucoup de main-d'œuvre. Elle emploie des salariés à l'année pour l'aider et fait en plus appel à des équipes de saisonniers. Tous les jours et pour toutes les opérations, Johanna doit donc équilibrer ses coûts et ses bénéfices. Mais pour faire face aux fluctuations mondiales des prix et les aléas climatiques, elle a fait le choix de diversifier sa production. Il y a des vergers à plus de 100 hectares de pommes, moi je suis à 20. Après il y en a qui font que de la pomme, moi je fais de la pomme, du kiwi, de la pêche, donc ça fait une 40aine d'hectares. Et limiter le risque que s'il y a une production qui ne marche pas, en avoir derrière qui puisse... Assurer l'année quand même. Ouais voilà, à gérer déjà seul, c'est pas mal. Ce modèle d'exploitation est assez typique en France. Beaucoup d'arboriculteurs fonctionnent de la même façon et ont des surfaces identiques, voire plus grandes. À cette échelle, il est essentiel d'assurer une qualité esthétique maximale pour ces fruits. Entre les normes sur les produits phytosanitaires et les exigences de ses clients, produire à des prix compétitifs est de plus en plus compliqué pour les producteurs français comme Johanna. Donc en fait, il y a des normes européennes en traitement phyto et la France impose une réglementation plus stricte. Mais à côté de ça, on a des produits qui arrivent de l'Europe et qui n'ont pas ces contraintes. Donc, souvent des coûts de revient plus bas et des contraintes plus faibles. Donc faire face et tenir un produit au même prix que les autres, c'est difficile. Au cœur des Pays de la Loire, Pomme-Anjou cultive des pommes sur plus de 300 hectares. Une telle surface n'a pu être acquise que sur un temps long et par regroupement d'anciennes exploitations. Entreprise familiale depuis plusieurs générations, elle a pu investir dans de nombreux équipements de production, de conservation, de conditionnement et de vente. Parmi toutes nos rencontres, c'est Pomme-Anjou qui produit le plus. Ce sont plusieurs milliers de tonnes de pommes qui sont destinées chaque année à la vente en grande surface ou à l'export. L'entreprise doit donc répondre, comme Johanna, aux fortes contraintes de ses acheteurs.
Par exemple, Pomme Anjou a mis en place un processus de traçabilité de ses pommes pour garantir une certaine qualité du produit, mais ceci complexifie la gestion dans l'entreprise. Le GGN, donc ça c'est un numéro d'enregistrement du verger. Donc c'est ce qui va servir à la traçabilité. On sait dans quelle parcelle ça a été cueilli, quel était le numéro du cueilleur, donc on peut remonter au cueilleur. Et ça, ABC, c'est le type de qualité des pommes qui sont dans le palox, une première estimation. Comme les pommiers ne fournissent pas des pommes toutes identiques, il s'agit aussi de trouver les meilleurs débouchés en fonction des prix proposés et des caractéristiques des fruits. Comme pour Johanna, chaque client a ses exigences, et malgré l'existence d'un service spécialement dédié à la vente dans l'entreprise, il est complexe pour Pomme Anjou d'arriver à écouler toute sa récolte. C'est tout là l'enjeu des grosses productions. Le vrac que tu as en France, c'est du vrac, mais d'un seul calibre, d'une seule qualité. Pas toujours le loisir de mettre tous les calibres qu'on veut. Mais après, c'est le travail du service commercial aussi d'aller chercher des marchés pour tous les calibres. Les Anglais ont tendance à prendre des petits calibres, l'Asie du Sud-Est prend des petits calibres aussi, la France on a un calibre très moyen, les Allemands prennent des pommes un peu plus grosses, les pays scandinaves encore plus grosses. Donc au final, on est obligé d'être assez axé sur l'export et pas que la France pour réussir à bien correctement vendre tous nos calibres. Mais l'enjeu principal pour Arnaud et ses équipes est de bien conserver les pommes et de s'assurer d'une qualité zéro défaut afin de pouvoir les exporter partout dans le monde. Après la récolte, les pommes font donc l'objet d'une multitude d'étapes pour être conservées de manière optimale. Le gros facteur, c'est de rentrer des fruits à la bonne maturité. Donc là, c'est fermé, c'est clos. Il y a cette étiquette attention danger de mort, il n'y a pas de produit bizarre dedans, c'est juste que pour conserver la pomme, on descend le taux d'oxygène, on monte le taux de CO2. On ne bloque pas ou on n'arrête rien, on ralentit uniquement un procédé qui est inévitable, c'est que la pomme elle va mûrir et si elle n'est pas consommée, elle va pourrir à un moment ou à un autre, plus ou moins rapidement en fonction des variétés, mais on ralentit uniquement en jouant sur l'oxygène et le gaz carbonique dans les chambres. Dès la sortie de la chambre froide, les pommes sont transportées dans l'eau pour éviter le moindre choc. Il y a 3 eaux. Là, il y a une première eau dans laquelle les pommes sont plongées. Donc le palox qui vient du verger y est plongé avec. L'eau est traitée à l'ozone, donc pour commencer à tuer un certain nombre de bactéries. Il y a une deuxième eau traitée aux UV et à l'ozone avec un système de filtre à charbon aussi. Les pommes passent au calibrage et ensuite cette eau-là, c'est une troisième eau encore. Donc, elles sont chacune séparées l'une de l'autre avec leur propre système de filtration d'UV, d'ozone pour être sûr que les pommes soient le plus propre possible et que l'eau dans laquelle elles transitent soit la plus saine possible aussi. Donc là, chaque pomme va être prise 20 fois en photo. Cette pomme-là, ça c'est la même pomme qui a été prise en photo sur chaque face. La pomme est sur une petite main. Donc la main c'est une balance, chaque petite main est une balance. La main sur laquelle elle va être, elle sait la main, tiens la pomme est pas bien, elle a des défauts, donc je vais la laisser tomber. Une fois les pommes triées par couleur et par taille, elles sont emmenées à la station d'emballage de Pomme Anjou. Là, elles sont conditionnées suivant les destinations et les clients en barquettes, en carton ou en sachet. Toujours dans un souci de traçabilité, à chaque étape, des échantillons de pommes sont testés en laboratoire pour des analyses de qualité. Chez qui je me suis formé en arboriculture bio, eux ils étaient en conventionnel, ils ont fait une conversion vers le bio. Et ils m'expliquaient que les meilleures années de production étaient les années où ils faisaient moins d'argent. C'est quand même... je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre comme raisonnement, mais c'était la réalité en fait. Les années où il y avait des problèmes chez les autres producteurs, c'était là que tu faisais le plus de prix. Donc t'en étais à te dire, mais tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver aux collègues pour que cette année on fasse une belle année, quoi. Finalement, les enjeux quotidiens des arboriculteurs dépendent principalement de l'échelle à laquelle ils travaillent. Leur mode de production implique des contraintes de main-d'œuvre, de commercialisation et des exigences sur l'esthétique du fruit très différentes. Malgré nos rencontres et notre travail sur ce sujet, nous avons encore beaucoup de questions sans réponse. Pourra-t-on continuer à produire des fruits français face aux difficultés des arboriculteurs à trouver de la main-d'œuvre ?
pourquoi accorder autant d'importance à l'esthétique des fruits et plus qu'à leurs caractéristiques gustatives ou nutritionnelles ? Demain, sera-t-il toujours raisonnable d'envoyer nos pommes à l'autre bout du monde ?